cette violence spontanée qui est en train de jaillir à Paris. Et je vous le dis, pas seulement, on vous montrera des images très fortes dans des villes de province également. Je crois que les gens ont compris que ce sont les seules images qui peuvent ébranler ou fissurer les certitudes du gouvernement en la matière. Il y a évidemment l'allumette du 49.3 qui a servi à allumer ce que vous voyez à l'écran. Mais pour que ça s'allume, il faut qu'il y ait une poudrière. Or, notre pays en est une depuis maintenant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Il y a derrière la réforme des retraites et son refus une colère gigantesque du peuple français, dont les sondages nous disent qu'elle représente à peu près 80% des Français qui sont contre la politique économique et sociale du gouvernement et 70% contre cette réforme. Donc on voit bien qu'il y a une convergence des colères d'une certaine façon. Aujourd'hui, ce soir, il y a deux grands perdants. Il y a d'abord Emmanuel Macron, qui a lamentablement échoué à rassembler une majorité sur sa réforme phare, la seule initiative qu'il avait défendue pendant la campagne présidentielle et qu'il a donc échoué à faire voter par le Parlement. Est-ce que d'une certaine façon, il ne gagne pas à voir ces images tout de même, Emmanuel Macron ? Sachant qu'il avait déjà échoué, rappelons-le quand même, sur la même réforme lors du premier quinquennat. Donc c'est la deuxième fois. Le deuxième grand perdant, c'est évidemment le Parti des Républicains et Éric Ciotti, qui n'a pas réussi à maintenir une ligne unitaire de son parti sur cette question, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Et la troisième défaite, si vous voulez, de ce soir, c'est cette radicalité qui s'exprime ce soir dans les rues de Paris, mais qui n'est que la traduction de la cécité et de la surdité militante du pouvoir depuis le début. Parce que vous savez, quand vous écrasez la démocratie représentative, si vous êtes dans un pays qui est devenu une cocotte minute, eh bien l'évacuation, si vous voulez, de la colère, si elle ne peut pas se faire au sein du Parlement, elle va sortir d'une autre manière. Et c'est ce à quoi on assiste ce soir. Et dernier mot pour finir, très vite. Je n'ai jamais eu autant d'appels de médias étrangers que depuis le début d'après-midi, et surtout avant de venir sur ce plateau, les médias étrangers qui parlent d'un début de révolution. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, même pendant la crise des Gilets jaunes, je n'avais pas autant de journalistes étrangers au téléphone. Là, vraiment, j'ai du mal. Non, mais Jean Messia. C'est un entêtement d'autant plus incompréhensible qu'il fallait juste, en fait, accélérer la réforme Touraine. Si on avait accéléré l'entrée en vigueur de la réforme Touraine, à partir de 2027 au lieu de 2035, on aurait en réalité abouti à un résultat assez proche en termes financiers de la réforme présentée par la majorité. Alors, ils ont fait de l'âge de départ à la retraite à 64 ans un totem. Ils ont eu tort, parce qu'en fait, c'est pas l'âge qui importe dans une réforme pareille. En tout cas, pas l'âge de départ à la retraite, c'est le nombre d'annuités. Donc, au lieu de se polariser et de faire un totem là-dessus, ils auraient mieux fait de lâcher un peu du lest. La deuxième chose, c'est qu'il faut féliciter tous les députés qui ont pris le pouls du pays, qui sentent le pays, qui sentent que les Français ne veulent pas de cette réforme, quelle qu'ait pu être leur position. C'est la moindre des choses d'aller un peu en circo et de voir ce que disent les gens qui ont voté pour vous. On ne peut pas reprocher à longueur de journée aux députés d'être sourds et, une fois qu'ils ont élu, d'appliquer leur programme en pratiquant la surdité vis-à-vis de leur électorat, et le jour où justement les députés écoutent leur électorat, les traiter de tous les noms parce qu'ils ont changé d'avis. À un moment, il faut savoir choisir, et à choisir entre la volonté du peuple et une ligne politique qui n'a pas été populaire, il faut choisir la volonté du peuple. Et enfin, je termine juste un dernier mot. Quand vous nous dressez, monsieur le député, le tableau de la France qui, justement, est affaibli à cause de son endettement, de ses dettes, etc., mais excusez-moi, qui a provoqué ces dettes ? Ça ne tombe pas du ciel, vous y avez contribué. D'accord ? Donc ne venez pas aujourd'hui nous décrire un tableau apocalyptique de la situation budgétaire et financière, alors que c'est vous-même qui l'avez peint. Et enfin, s'agissant des poubelles dans Paris, je ne comprends pas pourquoi on laisse ce capharnaüm des ordures... Ça va bouger, il y a les réquisitions du préfet. Parisienne, oui, mais attendez, on nous a quand même expliqué, le gouvernement en l'occurrence nous a expliqué avant la crise du Covid, qu'au nom du risque, de la lutte contre le risque sanitaire et pour l'aseptisation de la société, on pouvait confiner et enfermer toute la population en écrasant toutes les libertés individuelles et les libertés publiques. Là, il y a un risque sanitaire. Qu'est-ce que vous attendez pour agir et pour... Vous voulez qu'on vous confine ? Pardon ? Vous voulez qu'on vous confine ? Non, je veux qu'on nous débarrasse des poubelles. Non, parce que c'est pas compliqué, je peux le faire, moi. Il faut confiner la majorité. Mais si vous vouliez réagir, c'est vrai que c'est assez surréaliste ce qui s'est passé dans l'hémicycle aujourd'hui. Un commentaire ? Oui, alors moi, entendre l'hymne, la Marseillaise au sein de l'Assemblée nationale, ça m'a fait vibrer.
comme beaucoup de Français. C'est la première fois que la NUPES vous fait vibrer? Justement, maintenant, quand j'ai vu que c'était effectivement la France Insoumise, qui est un parti, selon moi, antinational, brailler l'hymne national, un parti qui veut soumettre la France à l'islam et à l'invasion, chanter l'hymne national, ça m'a, pour le coup, un peu refroidi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Elisabeth Borne s'est fait un peu piéger, si je puis dire, comme une mouche sur du papier tue mouche. Parce que la réalité, c'est qu'elle a concédé, elle a fait énormément de concessions. Mais elle était là pour ça. Aux Républicains. C'est le fusible, elle l'a admis elle-même. Le problème, c'est que, attendez, il faut quand même être d'une naïveté confondante pour faire confiance à un parti, les Républicains, qui a effectivement tant trahi par le passé. On peut remonter au traité de Lisbonne, qui a été complètement trahi par Sarkozy. La trahison n'est-elle pas transpartisane en politique? Le référendum de 2005 qui a été trahi par Sarkozy en 2007. Bref, on peut citer énormément d'exemples. Donc faire confiance à un parti pareil en faisant des concessions et en pensant qu'il va vous renvoyer l'ascenseur parce qu'il est fidèle à ce qu'il vous dit, elle en a eu pour ses frais. Et donc, effectivement, on ne peut que saluer, encore une fois, je le répète, les députés, les Républicains qui ont eu le courage de ne pas voter cette réforme, en tout cas Mais personne n'a voté. Hein, mais je veux dire d'avoir exprimé un refus, parce que c'est aussi ça. Oui, bien sûr. C'est ce qui les a poussés. Dans les calculs gouvernementaux, ils ont participé. Elisabeth Borne n'a pas réussi à obtenir les voix qui manquaient pour faire passer le texte. C'est pour ça que Alors, je voudrais... La deuxième chose, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention nous parler d'argent magique. Mais je suis tombé de ma chaise. Vous avez tellement multiplier les chèques en bois depuis 3 ans, on va vous délivrer le diplôme de charpentier à la moitié d'entre vous et les diplômes de menuisier à l'autre moitié. Attendez. Il me semble que... Ah oui, mais c'est pas le problème. C'est pas une histoire... C'est pas le problème, vous l'avez sorti où l'argent? C'est bien de l'argent magique. D'accord. La finalité, on peut en discuter. Il y a eu un compromis politique. C'est quand même un argent... C'était quand même un argent... Excusez-moi, c'était quand même un argent magique. Vous vouliez laisser tomber les gens pendant la crise du Covid? Allez, attendez. Vous vouliez que tout le monde attrape le Covid? Je vous ai laissé terminer, mais arrêtez avec ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette accusation à la noix? Vous nous avez parlé du confinement, de la vaccination. Exactement, je pense que le confinement... En l'occurrence, la vaccination, c'est vous qui l'avez mis sur le tapis, Robin Reda. Le confinement était abusif, le pass sanitaire était liberticide. Oui, on peut en parler de cette politique. Là, on ne fait pas un débat Covid. J'assume. Et ensuite, sur la réforme des retraites, c'est pas retour vers le futur, là, on n'est pas en 2020. On peut en placer une ou pas? Monsieur le député, est-ce que je peux me permettre de vous demander de laisser parler vos camarades de table? Non, mais parce qu'en fait, ils sont tellement habitués au monologue qu'on ne peut pas parler avec eux. Non, donc sur la réforme stricto sensu, effectivement qu'à 62 ans, il y a effectivement pas tous les Français qui peuvent partir à prendre une retraite à taux plein à 62 ans. Ça, c'est un fait. Mais ils veulent quand même conserver la possibilité de partir à 62 ans, fût-ce avec une décote. Alors que là, ce que vous leur enlevez, c'est cette liberté-là. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu de pouvoir partir avec une décote à 62 ans, vous leur dites « Ah non, vous allez rire, vous allez devoir partir avec une décote à 64 ans. » Et ça, c'est inacceptable. Donc en fait, ce que vous faites, c'est pas d'améliorer financièrement le système. Ce que vous faites, c'est que vous privez les Français d'une liberté. C'est tout. Et ça, déjà, la liberté d'être pauvre. Et quand vous, attendez, oui, effectivement, parce que d'être un retraité pauvre. Non, mais si quand vous leur appliquez une décote parce qu'ils auront été au chômage avant, vous les appauvrissez, vous appauvrissez leur pension. Exactement. Et c'est ça que vous voulez au final, je pense. Et surtout, concluez, s'il vous plaît. De quoi auront-ils l'air quand vous allez les obliger à travailler à cause des 43 annuités jusqu'à 68, 69 ou 70 ans parce que vous dites que ça s'arrête à 67 ans. Il faut continuer à vivre quand même. On va avancer. Est-ce que les jours d'Elisabeth Borne sont comptés à la tête du gouvernement? Et j'ai envie de dire en même temps, Jean Messia, être fusible, c'est un petit peu le rôle du Premier ministre sous la Ve République. C'est un peu le cas, mais en fait, Il se bruisse que les cartons sont déjà en train d'être faits à Matignon. Je pense que là, le coup, si vous voulez, politique qu'elle a pris dans la figure avec ce qui se passe, que d'ailleurs la motion de censure passe ou ne passe pas, la Première ministre est de facto ultra fragilisée. Et Emmanuel Macron serait bien inspiré après cet événement que la motion passe. Bon, il sera obligé de le faire, mais même si elle ne passe pas, s'il veut encore sauver son quinquennat, il doit changer de Premier ministre. Après tout, tous les présidents de la République ont fait cela. Quand j'entends monsieur le représentant de la majorité relative à côté de moi nous expliquer qu'effectivement, en dehors de la Macronie, d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est le chaos, quand je l'entends parler des extrêmes,
Mais je veux dire, vous vivez dans quel monde? Est-ce que tous ceux qui ne pensent pas comme vous doivent être considérés comme des extrémistes? Et si tel était votre raisonnement, c'est vous l'extrémiste. C'est vous qui êtes une extrême. En démocratie, on a le droit d'avoir des adversaires politiques. Oui, mais justement, ensuite, vous mettez sur le même plan... Mais tous vos adversaires sont-ils des extrémistes? Attendez, vous mettez sur le même plan... À l'Assemblée, oui. Vous mettez À l'Assemblée, tous vos adversaires sont des extrémistes. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Vous mettez sur le même plan... L'extrême gauche et l'extrême droite, oui. Vous mettez d'abord, je ne sais pas ce qu'est l'extrême droite. Le Rassemblement les députés national, du c'est RN, simple. excusez-moi, vous mettez tout le monde dans le même sac. Les députés du RN, je les ai pas vus faire des happenings, je les ai pas vus se lever, vociférer, interrompre les séances et présenter 3000 milliards d'amendements pour bloquer. Non, mais c'est une attitude aussi. Enfin, que ça commence par là. Excusez-moi, vous êtes bien passé pour le savoir. Pourquoi vous venez pas en jogging alors à ce moment-là? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quand même un respect à avoir. Je sais pas où on va là. Il est tard. Il est tard. Allez au bout de votre propos. Enfin, surtout, dites-moi ce que vous vouliez dire parce que. Donc moi, je crois, si vous voulez, que Elisabeth Borne, lorsqu'elle pointe la responsabilité dans ce qui se passe du Rassemblement national en pointant l'extrême droite, c'est une pure folie.